Est-ce qu'il vous semble qu'avec l'irruption de cette intelligence artificielle dans le monde créatif, le créateur risque de disparaître? Alors, je ne pense pas que le créateur va disparaître. En fait, c'est des technologies qui vont permettre de démocratiser et d'accélérer en fait la création de contenu. Donc, on aura de plus en plus de contenu et aussi, du coup, je pense de plus en plus de créateurs. En revanche, la barrière à l'entrée pour devenir créateur, elle va largement diminuer. Ce sera beaucoup moins cher. On n'a plus besoin de savoir dessiner maintenant pour concevoir des images de qualité quasiment. Ça veut dire que la valeur aussi du créateur peut baisser? Alors, il y aura probablement des déplacements de valeur. Je pense que certains créateurs vont continuer à très bien gagner leur vie et d'autres, mais c'est un peu peut-être comme au moment de l'apparition de la photographie, les peintres portraitistes sont un peu passés de mode. Là, je pense que dans cet univers-là, il y a des créateurs qui vont tirer leur épingle du jeu, des nouveaux qui vont arriver parce qu'ils vont apprendre à dompter ces outils avec notamment les techniques de prompt dont on pourra reparler tout à l'heure, et puis certains peut-être qui vont essayer d'aller à contre-courant et qui s'en tireront moins bien. Ah, peut-être avant d'aller sur le mais, est-ce qu'il y a des exemples de création en binôme comme ça entre la machine, on va dire, le logiciel et l'artiste qui vous ont marqué, qui vous ont séduit, Nicolas? Alors moi, c'est surtout sur le domaine des industries créatives, Ouais. donc pas forcément des œuvres d'art en tant que telles, mais il y a la parution prochaine qui est annoncée d'un manga qui s'appelle Cyberpunk Momotaro, qui a été réalisé entièrement à l'aide de Midjourney. Donc ça, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Il y a des exemples dans le jeu vidéo, par exemple dans le domaine du texte. Donc là, c'est pas de l'image, mais il y a un jeu qui s'appelle Dungeon AI, créé par une société qui s'appelle Latitude. Et en fait, grâce à des moteurs de langage de type GPT, eh bien, le jeu, c'est un peu comme le livre dont vous êtes le héros, mais le scénario est généré en temps réel, de façon personnalisée, en fonction des actions du joueur. Donc ça, c'est aussi des éléments dans le jeu vidéo qui sont assez marquants. Il y en a plein d'autres. Dans le domaine de la vidéo, par exemple, Disney a créé un moteur qui permet, c'est assez effrayant, de rajeunir ou de vieillir à volonté des acteurs. Et il y a même une société coréenne qui a créé une IA qui permet de créer un avatar qui va ressusciter des gens qui sont décédés. Ouais. Voilà, donc ça pose plein. Après ça, on a vu qu'on le voit déjà, par exemple, pour la création de couvertures, de livres. Typiquement, on voit des IA aujourd'hui qui peuvent s'en occuper toutes seules. Exactement. Donc pour les éditeurs. Alors, c'est de la création de valeur pour les éditeurs. C'est aussi une perte de valeur pour tous ceux qui travaillaient dans l'illustration. Peut-être certains, mais d'autres aussi pourront apprendre à jouer avec ces outils pour justement générer des inspirations complémentaires, faire des propositions encore plus créatives. Donc ça peut être aussi pour certains, c'est pour ça qu'il y aura probablement des déplacements de valeur et nul ne sait aujourd'hui où sera l'équilibre demain. Mais certains tireront aussi leur épingle. Et puis ça veut dire qu'il faut aussi s'équiper. C'est-à-dire que les artistes vont devoir s'équiper, apprivoiser cette technologie. Est-ce que ça ne représente pas un coût supplémentaire? Alors aujourd'hui, c'est des outils qui sont en accès libre. Pour générer de nombreuses images, il faut payer un petit peu, mais ça reste des prix qui sont relativement modestes. Et il y a une compétition aujourd'hui entre plusieurs fournisseurs de modèles fondamentaux d'IA. Certains qui sont sur des modèles fermés, par exemple OpenAI, dans lequel Microsoft a fait des investissements assez colossaux, mais dont les services vont probablement être intégrés dans les outils de Microsoft, typiquement PowerPoint, Word, etc. Et il y en a d'autres qui sont plutôt sur des modèles open source. Qu'on trouve chez Adobe aussi. Je dis ça parce que je reçois la patronne France d'Adobe mercredi. Adobe est obligé de réfléchir à intégrer ce type d'outil, par exemple dans InDesign, qui est leur outil pour les designers, évidemment. De même que les banques d'images aussi. Par exemple, Shutterstock a fait un partenariat avec OpenAI pour pouvoir donner le droit à OpenAI de s'entraîner sur toutes les bases de données de Shutterstock, et puis de pouvoir utiliser des images créées sur OpenAI et de les valoriser aussi sur Shutterstock. Et sur la question du droit d'auteur, est-ce que ça pourrait remettre en question ce droit d'auteur? Alors sur le droit d'auteur, pour moi, il y a deux sujets. Il y a le sujet qu'évoquait un petit peu David tout à l'heure, qui est celui de
l'entraînement et il y a le sujet de à qui appartient les images générées. Donc sur le sujet de l'entraînement, effectivement, il y a des artistes qui ont l'impression... Enfin, il y a même un site qui permet de savoir si ces œuvres ont été utilisées pour entraîner des moteurs d'intelligence artificielle. Donc sur cette question-là, il y a des artistes, souvent ceux qui ont une forte notoriété, qui sont évidemment dans une posture de dire attendez, c'est mon image, vous n'avez pas le droit d'utiliser. C'est du plagiat, ouais. Du coup, des mécanismes d'opt-out sont mis en œuvre. Par exemple, Stable Diffusion, sur la version 2 de son moteur d'IA, a prévu ce mécanisme d'opt-out. Et c'est intéressant parce que le patron de Stable Diffusion raconte que, en fait, il a autant de demandes d'opt-out que de demandes d'opt-in, c'est-à-dire d'artistes qui, eux, sont moins connus et du coup leurs œuvres n'ont pas été aspirées dans les bases de données et donc réclament d'y être. Donc ça c'est intéressant. Donc ça c'est la réglementation européenne par exemple impose ce mécanisme d'opt-out pour l'entraînement de bases de données. Aux États-Unis en revanche c'est un autre mécanisme avec le copyright. Il n'y a pas vraiment de régulation aujourd'hui. Donc il y a des class actions qui ont été lancées contre Stable Diffusion notamment par des collectifs d'artistes et dans un domaine connexe qui est par exemple celui de l'écriture de code, il y a une class action qui a été lancée contre GitHub Copilot qui est l'outil proposé par GitHub, la filiale de Microsoft, avec OpenAI. Donc ça va créer des précédents et tout ça va... Voilà, il y aura une jurisprudence. Donc ça, c'est sur la partie entraînement. Et puis ensuite, il y a la partie, le contenu qui est créé, à qui appartient-il et donc là, en fait, dès qu'il y a un acte de création humaine, ça appartient au créateur. Mais toute la question est, finalement, si j'écris dans un moteur sur Midjourney, crée-moi un chat qui porte des lunettes, est-ce que c'est une création originale ou pas? Bon. Voilà, en fait, la question se pose que si l'image a de la valeur. On va écouter. Et alors, ce travail en commun entre des IA et des artistes, comment se passe-t-il? Comment vous l'imaginez? Par exemple, l'écriture de la fin des idoles, vous auriez pu le faire avec une IA, à l'aide d'une IA, peut-être pour retravailler des personnages ou écrire certaines scènes. Comment est-ce qu'il faut s'organiser quand on crée comme ça à deux un cerveau humain, un cerveau informatique? Alors, à ce jour, les moteurs de langage ne sont pas capables d'écrire des romans entiers, puisqu'ils ont des fenêtres d'entrée contextuelles qui sont limitées à 2000 ou 4000, ce qu'on appelle des tokens, c'est l'équivalent presque de mots. Or, un roman comme La fin des idoles, c'est à peu près... je crois que c'est 100 000 mots, donc c'est pas... Non, mais enfin, un petit chapitre, oui, alors, en revanche, une description... En revanche, ces moteurs-là sont utilisés aujourd'hui comme générateurs d'idées pour des textes longs. Donc, par exemple, moi, j'écris un article justement sur ce sujet d'IA générative et la création. Et j'ai utilisé, en fait, ChatGPT plutôt comme un pense-bête pour voir si, dans toutes les idées que j'avais, il m'en manquait ou pas. Et donc, ça m'a permis un peu de m'assurer de la complétude de ce que j'écrivais. En revanche, même pour un article, ChatGPT n'est pas pertinent aujourd'hui parce qu'il n'a pas été conçu pour sourcer ces données. Et en fait, c'est des moteurs un peu différents qui sont capables de sourcer. Donc, il y a des travaux de recherche en cours pour améliorer ça. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas capables de faire ça. Et puis, par ailleurs, écrire, ça c'est une question aussi sur l'éducation, écrire avec un moteur, ça empêche aussi d'assimiler vraiment le contenu si on ne l'a pas écrit soi-même. Mais donc ça peut être un outil pour générer des idées ou pour il va falloir aussi faire du tri parce qu'il y a les erreurs aussi produites par le logiciel. Oui, tout à fait. Alors, l'incohérence. Il y a effectivement ces moteurs-là, en fait, font par nature des erreurs. Les images aussi font aussi des erreurs. Donc, sur les images, il y a des erreurs anatomiques. C'est très drôle parce que, par exemple, le patron de Stable Diffusion raconte aussi qu'il a entraîné la version 2 sur une base de données un peu plus pure et donc en sortant toutes les images pornographiques. Et du coup, les contenus générés sont politiquement plus corrects. Il y a besoin de moins de modération. En revanche, Stable Diffusion version 2 est moins bonne en anatomie. Eh ben oui, forcément. Et comme ils ont été entraînés aussi sur des dessins animés, etc., des fois les mains en 4 doigts ou 5 doigts ou 6 doigts, etc. Concernant les modèles de langage, effectivement, ils font aussi des erreurs parce qu'ils ne sourcent pas leurs données et parce que en fait, ils répondent de la façon la plus probable sur les contenus les plus représentatifs de ce qu'ils ont vu. Or, les contenus qui existent sur le web, qu'on peut aspirer, c'est notamment des contenus de forums, jeuxvideo.com, Reddit, de réseaux sociaux comme Twitter. C'est des contenus qui favorisent aussi une certaine violence dans les propos parce que ça permet, les algorithmes mettent en avant les contenus un peu extrêmes parce que ça génère
Plus de d'engagement. l'engagement. Donc ça, c'est un autre problème. Et du coup, les IA ont été entraînés là-dessus. Et donc, dans les versions précédentes de ChatGPT, quand on lui posait une question sur le changement climatique, sur où est-ce que naît Barack Obama, etc., enfin, il n'y avait que des tests complotistes qui ressortaient parce que celles-ci sont surreprésentées sur Internet. Et du coup, il a fallu une couche supplémentaire pour entraîner ChatGPT d'apprentissage par renforcement par des humains, pour lui apprendre à dire ça, c'est une réponse valable, ça, non, c'est pas politiquement correct, ou c'est faux, ou c'est une fausse théorie, c'est une théorie complotiste.